Et salut les potos, les gars, j'espère que vous allez bien. On est en direct live sur YouTube et aussi en simultané sur Twitter, sur notre réseau favori. Vous êtes un peu plus de 80 000 à nous suivre sur Twitter et maintenant un peu plus de 7 000 sur YouTube. Je suis avec mon ami de toujours, mon ami El Gringo. Avant de te donner la parole, bien évidemment, on va essayer de faire la spéciale, Naïm. On va envoyer ce que j'aime à chaque fois avant match, les amis. Petite intro. Et surtout, les gars, on compte sur vous pour les likes. Vous savez, ça aide énormément au référencement, le partage. Et après, on a un gros sommaire aujourd'hui. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tour d'eau comme ça. Comment il va, mon ami El Gringo? Ça va. Écoute, j'ai des séquelles sur mon front de mon dernier match, mais c'est pas grave. On répond fidèle au poste pour cette dernière de l'année avant la trêve. Naïm, on a du monde. On va saluer déjà toute la team du chat. On a Daouda qui on passe le bonjour. Il démarre d'entrée. Daouda, il est parti fort. Hein. D'entrée, premier message. Il ne faut surtout pas le laisser respirer. Il faut leur marcher dessus comme en championnat. Et en étant plus efficace avec un score lourd. Ah ouais, Daouda, il n'est pas venu pour blaguer. Hein. Et c'est très vrai. C'est très vrai. Yanas, salut Nas, salut Mister OM, Chris, bien évidemment, l'enfant du mal, salut les gars, Alexandre Martin. N'hésitez pas, les amis, n'oubliez pas de liker, ça aide énormément. À l'OM, dégoûté, je suis à côté de Saint-Etienne, je n'arrive pas à acheter 2 places pour ma fille de 4 ans. On va voir, on va essayer de voir sur les réseaux sociaux si on a possibilité de t'aider, l'ami. Noam Walli, salut l'ami. Itachino, salut poto. Hop là, qui en a encore vous avez des infos sur la compo de dimanche. On va s'amuser, les gars. Tiens, Ben et Russ, Naïm, on va s'amuser, les amis. Salut, mon ami El Gringo. Mohamed Zamani. T'as déjà des fans, Naïm. Naïm, il y a Ben ou les Vris qui nous... avant de parler de la compo, on va essayer de faire même la compo ensemble, les amis. On embrasse bien évidemment toute la team de la Minute OM qui nous regarde bien évidemment et on essaiera de vous répondre sur le chat, les gars. Salut Chris. Salut à tous. Naïm, on a une semaine. Alors, je vais quand même donner le sommaire du jour. Ce serait bien. On va parler de la Coupe de France. On va parler de l'histoire de la Coupe de France. On a des belles anecdotes. On va vous mettre à profit, les amis. Cette vidéo avec Naïm, on s'est dit on veut beaucoup échanger avec vous, avec le chat. Donc, on n'hésitera pas à couper, à répondre à vos questions et réponses. On les mettra aussi en avant, bien évidemment. Tiens, je vais commencer à mettre, je vais mettre celle-là, tu vois. Et ensuite, Naïm, on va parler du match face à Saint-Etienne. Ça te va comme programme, Gringo? C'est très chargé, c'est tout ce qu'on aime. Alors, Naïm, parle-moi un peu de cette semaine, parce que opération coup de com' cette semaine ou simplement un bilan pour toi? Non, je pense juste un bilan, mais qui peut avoir cette allure-là parce que on apprend quand même beaucoup de choses qu'on avait remarqué. Hein, vraiment, le fait que le club se structure, se professionnalise, de quelque chose de très très important et qui n'a pas toujours été vrai dans le passé. Ça, c'est une remarque qui a été faite à Mehdi Benatia, qui était très très judicieuse sur RMC. C'est que tous les dirigeants tirent dans le même sens. Et ça, c'est clair qu'on se souvient qu'à l'OM, historiquement, c'était pas toujours le cas. On n'est pas habitué à ça. Naïm, je pense que toi et moi, on a la réflexion. On se dit, à quel moment il va y avoir un pétard mouillé qui arrive là? Que moi, je le vois arriver gros comme une maison, le pétard mouillé. Je sais pas, je trouve pas. Je trouve vraiment que ça se ressent. Voilà, ce lien, ce fait qu'ils aient la même vision du foot, que ce soit Ravanelli, De Zerbi, Benassia ou Longoria. Le fait que Macourt soit solide derrière, parce que ça, c'est quelque chose que je dis depuis plusieurs années. Je trouve qu'on est très ingrat et très injuste avec Franck Macourt, qui au final, lui, il a toujours fait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire, il a mis l'argent qu'il fallait faire. On ne lui demande pas de gérer le club comme le faisait Tapi, il n'a pas la connaissance pour le faire, mais il met des gens qui l'estimaient être bons. Ça ne s'est pas bien passé avec Hérault, mais il a bien réagi en mettant Longoria. Donc, je trouve qu'on a vraiment un cadre qui se dessine. Puis, on sent qu'il va y avoir de la casse derrière au niveau de l'organisation. On voit qu'il y a beaucoup de départs. Sûrement, justement, des gens qui, eux, ne tiraient pas dans le même sens ou n'avaient pas la même vision que la direction. Ah, Naïm, alors, tu vois, il y a le chat qui te dit, il y a Chris qui te dit, ça a été mal utilisé, l'argent. Oui, ça, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat à chaque fois. Hein. Non, mais certainement, quand il arrive, Franck Macourt, il arrive dans le football. Ce n'est pas son domaine.
il essaye de s'entourer de gens qui sont censés être compétents et qui ne l'ont pas été. C'est pour ça qu'il faut dissocier le fait que l'argent a été mal utilisé du fait que McCourt n'est pas l'homme de la situation. Pour moi, c'est clairement pas le cas. McCourt, lui, il a fait, de mon point de vue, après, on peut en discuter, mais de mon point de vue, il avait à faire. Si l'argent a été mal utilisé, c'est pas, je trouve que c'est pas de sa faute. Je trouve que Longoria, il utilise très très bien cet argent. Alors il y a des ratés, il y a des cas qui ont été, on pense clairement à Vitinha, mais qui a été plutôt bien amorti quand on voit le prix de revente de Vitinha. Donc voilà, je trouve que ça travaille bien. Je trouve que Macron, je dis juste que Macron, je trouve qu'on est dur. Je trouve que les gens étaient trop durs avec lui et que on a de la chance d'avoir un partenaire qui ne fait pas de la multipropriété et qui investit énormément et qui couvre toujours les dettes quand il y a besoin. En tout cas, le chat est d'accord avec toi parce que derrière, Nico Hernandez nous dit quand tu vois les voleurs de poules sur qui on aurait pu tomber, Franck McCourt a fait le job. Est-ce qu'on peut dire, Naïm, qu'on juge un président à la fin de son mandat parce que c'est souvent le cas, finalement. Est-ce qu'on peut le juger pendant? Est-ce que finalement, on avait fait l'exercice avec Naïm, les amis? Tiens, TBN qui dit entièrement d'accord avec Naïm. On avait fait l'exercice à l'époque avec Naïm, on avait fait un comparatif entre l'époque de Robert Louis Dreyfus. Donc, Louis Dreyfus est resté au club, si je ne me trompe pas, en nombre d'années. Je crois qu'on était à 14 ans ou 15 ans. Naïm, arrête-moi si je me trompe. Peut-être même plus. Si vous savez dans le chat, n'hésitez pas à nous le mettre. Il doit arriver en 97 à peu près, je pense. Et McCourt, c'est quoi? C'est 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. Donc plutôt, enfin, si tu dissocies pas, si c'est vraiment le groupe Louis Dreyfus avec Margarita, on est pas près de 20 ans, je pense. Ouais, près de 20 ans quasiment. Donc là, on va dire qu'il est sur 8 années, Franck McCourt. Et on avait fait le parallèle sur les qualifications en Coupe d'Europe et sur les places qu'occupe l'OM sur les 20 années de Robert Louis Dreyfus versus McCourt. Et je sais que ça peut être dur à entendre parce qu'il n'y a pas de titre à l'actif de McCourt, mais il y en a eu un après le décès malheureusement de Robert Louis Dreyfus sur les 20 années de mandat. Et finalement, on est à des années-lumière entre ce qu'a fait en termes de classement l'Olympique de Marseille sous le mandat Robert Louis Dreyfus par rapport à McCourt. Le plus mauvais classement de McCourt aujourd'hui, c'est celui de la saison dernière. Et il y a eu déjà, si je ne me trompe pas, 3 podiums. Ouais, et puis deux demi-finales de Coupe d'Europe, une finale. Faut pas l'oublier. Moi, McCourt, je trouve que oui, comme tu le dis, le bilan est quand même plus que correct. Et si on réduit même à Longoria, le bilan est même moi je le trouve quand même excellent. Longoria, il arrive, c'est très important pour juger un parcours de voir d'où il part et où il arrive, pas uniquement où il arrive. Donc Longoria, quand il devient président, c'est après les événements de la commanderie. Le club est en feu. Il gère bien la situation avec Sampaoli et les arrivées de Sampaoli, Longoria et Lirola et Milic, même si les joueurs étaient arrivés un peu avant qu'il devienne président. Ça nous permet d'accrocher la Coupe d'Europe. Derrière, avec Sampaoli, on finit 2e. Avec Tudor, on finit 3e. Sampaoli, demi-finale de Coupe d'Europe. Tudor, record de points en Ligue des Champions depuis 11 ans ou 12 ans. On bat Bordeaux qu'on n'avait pas battu depuis 43 ans. Lyon, là-bas, on ne les avait pas battus depuis une quinzaine d'années. Paris au Vélodrome depuis 12 ans. Gros record qui tombe. C'est pas anodin. On parle de records qui ont plus de 10 ans. Donc moi, je trouve que le bilan est très, très bon. Alors, c'est toujours pareil, Naïm. Je pense qu'on est dans l'ombre du Paris Saint-Germain. Et pour parler, ne serait-ce que dans l'ombre du Paris Saint-Germain, Naïm, on était en train de regarder, les gars, pour la Coupe de France. En fait, grâce à Stade OMP qu'on embrasse, bien évidemment, on était en train de regarder avec Naïm, finalement, les adversaires rencontrés par l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Et on s'est arrêté sur la ligne du Paris Saint-Germain. L'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain, c'est 14 matchs joués et seulement 2 victoires, Naïm. Ouais, c'est 8 éliminations au 21e siècle. Et on pourrait croire que c'est l'effet Qatari, mais pas totalement, parce qu'il y a eu une grosse série de défaites au début des années 2000, où en 4 ans, ils nous éliminent 3 fois, dont la fameuse finale de 2006. Donc oui, historiquement, on ne réussissait pas déjà très bien contre le Paris Saint-Germain. Effectivement, depuis qu'il y a les Qataris, c'est encore plus dur. Il y a la finale de 2016, mais pas seulement. Ils nous ont éliminés plusieurs fois. On se souvient des 2-3-0 à la file en championnat et en Coupe de France. Et donc, bon, c'est sûr. C'est sûr que la stat fait très, très, très mal.
Mais au milieu de tous ces nuages-là, il y a eu une petite éclaircie à un moment donné. Ouais, on voit, hormis le Paris Saint-Germain, l'OM face à Lyon notamment, on a plus de victoires que de défaites face à Lyon. Et Monaco, il y a plus de défaites face à Monaco que. Donc on a 10 matchs face à Monaco avec Monaco qui reste, on l'a déjà dit, hein, l'une des équipes les plus stables d'Europe, de Ligue 1 pardon, depuis de nombreuses années. Mais pour revenir à Longoria, Naïm, je me souviens, quand il y a eu la saison dernière, on jugeait un président à sa capacité à rebondir en cas d'échec. Parce que c'est là, en fait. Quand tout se passe bien, moi, je me souviens à son arrivée, tout le monde criait au génie. La Ligue 1 disait on a la chance d'avoir un président comme Pablo Longoria. Et en un temps très, très court, notamment moins d'une saison, on est passé d'un président que l'Europe s'arrache à un paria, pas loin d'être un paria, du côté de Marseille. Est-ce que finalement, savoir rebondir avec l'arrivée de quelqu'un qui ne rentre pas dans les codes, parce que Mehdi Benassia, je pense qu'on est tous bien placés pour le savoir. Nous, on l'a découvert avec Naïm quand on était étudiant déjà à la fac. On allait voir les jeunes, notamment du côté du stade Luvonne. Et Mehdi Benassia, on a eu l'opportunité de le voir très très jeune face à Lyon notamment. Et même il y avait du talent des deux côtés ce jour-là. Sur le terrain, il y avait du Ben Arfa, il y avait du Benzema, il y avait du Samir Nasri. En fait, c'était les quatre. C'était Benassia, Nasri. Il y avait même Ahmed Yayaoui aussi. Et je me souviens de Ben Arfa qui a fait malheureusement. On avait un jeune Brésilien qui s'appelait Léo. Tu te souviens de ce latéral Il n'a jamais joué. Il a vu toute sa vie défiler face à Tem Ben Arfa. Mais c'était juste la petite anecdote. Et c'est vrai que Benassia, il arrive dans un contexte en mode. En fait, personne ne sait qui est Mehdi Benassia, en fait, réellement. Ouais, cette interview, elle a vraiment un gros mérite, c'est de montrer que c'est pas juste l'image qu'on a voulu lui dépeindre, du dirigeant agressif qui est juste là pour apporter sa grinta. On voit qu'il comprend le football, il vit football, tu sens qu'il regarde un nombre de matchs incalculable et il est totalement adapté à l'OM, ça c'est clair. Après, comme tu le dis, il a la forme va aller à l'encontre de ce qui est fait d'habitude et ils lui font payer chèrement. On pense à ces 6 matchs de suspension là où les dirigeants lensois n'ont rien pris, là où les dirigeants lillois n'ont rien pris. Donc ouais, la forme va détonner, ça va faire des dégâts par moment, mais par contre le fond du message et vraiment ce qu'il apporte en termes d'exigence, de vécu, il a joué dans les deux des peut-être les plus exigeants du monde avec la Juve et le Bayern, et en tout cas les plus structurés. Et donc tout ça, c'est en fait, je crois qu'on ne réalise pas la chance qu'on a d'avoir des De Zerbi, des Benassia, des Longoria et des Macourt, parce qu'on est trop critique. On est souvent trop critique. Moi, tu sais, depuis le début qu'on fait cette émission, c'est cette image que j'ai envie de casser, c'est ce côté de ne regarder que le négatif à chaque fois. Voilà, vraiment, c'est. Ah, ça c'est vrai, Chris. C'est sa coupe de cheveux. Quand tu vois la coupe de cheveux, Chris, il dit moi, c'est la coupe de cheveux, Marc Benassia à l'époque. Ça fait mal quand même. Hein. Ça fait très très mal, la coupe de cheveux et de perdre tous ses cheveux. On n'hésitera pas à lui dire quand même. Me dit quand même, les cheveux longs, quand même, ça manque. C'est ce petit côté marocain, cheveux longs. C'est vrai. Mais bon, enfin, voilà, je trouve qu'on est vraiment trop critique avec Longoria, même si il y a des critiques qui sont fondées, il n'y a pas de souci, et je peux les entendre. Mais on se souvient quand même qu'on a des gens qui ont demandé le départ de Longoria. Je trouve que c'est excessif quand on voit tout ce que j'ai cité avant et tout ce qui a été bien fait avant. En fait, on se concentre sur… Si tu fais 95% de positif et 5% de négatif, les gens se concentrent sur ce négatif-là. C'est comme avec la VAR. Hein. La VAR, elle te corrige 90% des erreurs. Le jour où il y a un bug avec et qu'il y a une anomalie, tout le monde te dit « Ouais, mais c'est un scandale. » quoi. Naïm, moi, je voulais qu'on parle un petit peu de l'histoire de la Coupe de France, parce que avant de parler du match, en préambule, les amis, avec Naïm, et c'est vrai qu'on a oublié de le préciser, Naïm, c'est qu'on ne fait pas un avant-match tactique comme on a l'habitude de le faire avec Naïm, parce qu'en fait, on a étudié Saint-Etienne il y a un peu plus d'une semaine, et donc on a encore tous en tête, je pense, la prestation de l'OM, qui est probablement l'une des meilleures prestations depuis le début de saison face à Saint-Etienne. Après, on parlera du 11 de départ, on essaiera de le faire ensemble, ce 11 de départ, avec les infos que l'on a nous aussi. Mais par contre, on embrasse encore dans le chat. Il y a Gali qui est avec nous. Gali, l'expert Gali, attention, parce qu'il y a du très très haut niveau. Il y a Missy Isma aussi. On passe aussi le bonjour vraiment à tout le monde.
On te salue l'ami. Naïm, tu m'as préparé. On va voir si vous êtes bon un peu dans le chat parce que je vois que y a des supporters qui ont un œil avisé sur l'Olympique de Marseille, Naïm. Mais est-ce qu'ils sont bons? Tu m'as sélectionné des périodes. J'ai eu mal quand même. Hein. J'ai eu très mal, beaucoup plus mal que de périodes de joie. Et j'ai envie de voir un petit peu avec le chat si vous êtes capable de vous rappeler de ces périodes-là et de nous donner les scores, si vous le savez, les gars. Ouais, on a sélectionné les trois, on va dire les tops et les flops, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire les trois très grosses désillusions de l'OM au XXIe siècle et les trois très gros moments de joie en Coupe de France. J'ai pas gardé tout ce qui était Andrézieux, Canet Rocheville, Carquefou, tout ça, parce que même si c'est des hontes, des éliminations honteuses et scandaleuses, ça restait tôt dans la compétition, donc ça avait un peu moins d'impact que, par exemple, celle que j'ai mis en troisième position dans ce flop, dans ce top des illusions, c'est malheureusement la finale de la Coupe de France 2006 contre le Paris Saint-Germain, pour plusieurs raisons, parce que ça faisait 15 ans, je crois, qu'on n'était pas allé en finale de Coupe de France, c'était 91 la dernière. On arrive contre Paris, finale inédite. Hein, je pense que c'était la première fois que si je ne me trompe pas, que c'était une finale Paris Saint-Germain-OM. Et surtout, on était meilleur qu'eux à cette période-là. On était favoris et on pensait vraiment la gagner, mais voilà, on n'a pas été bon. Ce but de Dorasso, il sort de nulle part. Cette frappe de quasiment 25 mètres ou même 30 mètres, je crois, il envoie. Il y avait un partout en plus. Non, il y avait un zéro. Il y avait un zéro à ce moment-là. Ouais. On prend un but assez rapidement, si je me trompe pas. Je me souviens, c'est Taiwo qui couvre parfaitement. Il récupère le ballon parfaitement. Et il se manque dans la relance. Il la met sur Kalou qui met une frappe incroyable sous la barre. Je me souviens aussi alors je ne sais plus si c'était à 0-0 ou à 0, mais un attentat incroyable de Mendy sur Pagis dans la surface qui aurait dû faire penalty, carton rouge. Enfin, en tout cas, penalty. Et donc voilà. Mais bon, on n'a pas été bon ce jour-là parce qu'on était meilleur qu'eux. Et si on avait vraiment bien joué, on l'aurait gagné. Et donc voilà, c'est quand même la première de ces trois désillusions. Et la deuxième, elle est beaucoup, beaucoup plus récente. Je pense qu'elle va parler à beaucoup de monde. C'est Annecy parce que. Je pense que c'est mon pire souvenir, mon ami. Des 20 dernières années, je ne sais pas pour ceux du chat si vous aussi c'est la même chose. Après ce match-là, je t'ai dit, ils m'ont fait quelque chose que j'aurais jamais pensé que l'OM arrive à me faire, c'est-à-dire qu'ils m'avaient dégoûté de l'OM. En fait, ils avaient brisé vraiment l'espoir que j'avais en ce club. Et je pense que pour moi, c'est la pire défaite des 20 dernières années de l'OM, toute compétition confondue entre l'attente et le résultat, et la honte et la déception. C'est la grosse différence avec les Carquefou et compagnie. C'est qu'on venait d'éliminer Paris juste avant, dans une époque où Paris vampirise la Coupe de France. Et en fait, au moment où Paris tombe, les rares années où Paris tombe, chaque équipe ambitieuse se dit que ça y est, c'est le moment d'aller la gagner. Et en plus, c'est nous qui les avions battus. Donc vraiment, on prend derrière une Ligue 2, au Vélodrome, tout était écrit pour aller en demi-finale. Et une première mi-temps, en plus, je ne sais pas si tu te souviens, on était au stade de première mi-temps où il n'y avait pas de. Où vraiment on pensait qu'on allait leur rouler dessus. Ouais, il n'y avait pas de rythme, je me rappelle. Il n'y avait pas de rythme, mais on menait à 0. Du moment qu'on a ouvert le score, en fait, on s'est dit, bon, ça va aller. Je crois qu'il y avait un coup franc Malinowski sur le poteau. Enfin, vraiment, je pensais que ça allait rouler, puis pas du tout. Puis l'histoire a failli être en plus exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a Muguet, petit jeune inconnu, qui égalise à la dernière seconde. Dans la foulée, si je ne me trompe pas, ils ratent leur premier penalty. Et donc, voilà, tu pensais que tout était bon, mais celle-là, elle fait mal. Celle-là, parce que 60 000 personnes, stade plein, l'OM qui avait battu Paris dans un match incroyable au Vélodrome. Ouais, puis pas de titre depuis 14 ans, et tu voyais un titre à la portée de ta main. Donc, Je pense qu'il a vraiment créé une fracture. Je me souviens, moi, à l'époque, on était beaucoup à se dire, on n'y croit plus, c'est fini pour nous, l'OM. Ils n'y arriveront jamais, en fait. Si vous n'êtes pas capable, après avoir sorti le pari de Messi et de Neymar, je veux dire, on n'a pas sorti un pari de Dorasso, tu vois. Si tu sors le pari de Neymar et de Messi. Ce qui était dur, en fait, c'est que cette équipe de Tudor, que j'adorais, moi, personnellement, et j'ai jamais compris vraiment la haine que les gens avaient contre Tudor, elle donnait cette impression que son style de jeu, ce rouleau compresseur, il ne pouvait pas te faire perdre contre des petites équipes, en fait.
Ouais, c'est Enfin, exactement. tu te disais, ce pressing intense, l'intensité qu'on met, ces équipes-là, elles peuvent pas y résister. Et écoute, Tu vois, même Nicolas nous le dit, j'ai Mmh, adoré le jeu de Tudor. Hors mmh, saison Marcelinho, il faut mesurer la chance qu'on a il ouais. parlait de Pablo Non, Longoria non, qui ramène des coachs et clairement. Mais je comprends que ce soit le pire souvenir pour beaucoup, mais pour moi, celui d'après, il reste un cran au-dessus. Parce que ça, malgré tout, c'était qu'un quart de finale. ouais. C'était qu'un quart de finale, alors que Ouais, ça, c'était une finale. Ça, ouais, et c'était une j'ai vu finale. passer dans le chat, hein, et Ouais. j'ai vu passer son show quand même, hein, dans le chat, parce que c'est vrai que celle-là, surtout, qu'est-ce qui s'est passé avant? Ouais, et qu'on les massacre au Vélodrome peut-être 2 semaines avant, ou enfin vraiment Ouais, je crois que c'était 2 semaines, ouais, deux très peu semaines de temps avant. avant. Et encore une fois, et là où je te dis que Annecy, c'était qu'un quart de finale, donc il restait quand même une finale à gagner. Là, il restait 4 minutes à tenir. Si je ne me trompe pas, Sochaux égalise à la 116e de ce match-là. Et donc voilà, celle-là, tu l'avais. En fait, la coupe, ça y est, tu l'avais dans les mains. C'était fini. Tu avais 5 minutes à tenir, c'était terminé. Et, et voilà, et cette désillusion. Et alors, je peux te dire que je me souviendrai toute ma vie de la séance de tir au but, de Maoulida qui commence à faire ses petits pas. Là. Alors, ça, en plus, je déteste les joueurs qui font ça. Euh, c'est devenu un peu plus Ces courant petits maintenant, tics mais de Brésiliens, ça. ouais, on le voit un peu plus maintenant, mais à l'époque, on le voyait pas trop et ça m'énervait quand je le voyais. Donc, je le vois commencer à faire cette course d'élan et qu'il le rate. Et alors, je pense que tous les gens qui sont dans le chat et qui avaient vu ce match-là, ils se sont dit la même chose que toi et moi. C'est au moment où on a vu le 6e tireur partir du C'était rond Zubar. central et que c'était Ronald Zubar, je crois que absolument tous les supporters de l'OM se sont dit c'est fini. Ouais, Elle est c'était longue une la course bataille. d'élan d'aller du rond central jusqu'au point de pénalty, tu vois, il y a 15-20 secondes, c'est long. Et pendant ce temps-là, je crois que tout le monde s'est dit la même chose. Ah non, c'est terminé. Ça y est, on a perdu. C'est vrai que celui-là, c'était quand même. C'est vrai qu'il a fait mal quand même, hein. Surtout qu'on avait une sale équipe quand même, tu vois. Ouais, C'est bah, quand même, il y il n'y a pas de avait match. Nasri, Cissé, Niang, Pagis, Mm, Ribéry. mm. Ah, celle-là était dur. Pour moi, sur le 21e siècle, en Coupe de France, la plus grosse désillusion, je t'ai dit pour moi, c'est là parce qu'on la tenait, ça y est, c'était sûr, on l'avait notre Coupe de France. Et ben écoute, c'était pas cette année-là, malheureusement. Ouais, c'est vrai que c'était pas cette année-là. Tu nous as sélectionné d'autres images. Oui, parce il faut quand même faire les 3 positifs. On a commencé par le négatif, mais pour finir sur une bonne note. Alors, il y a eu des belles choses, hein, quand même. Faut pas l'oublier. Par exemple, dans ce top 3, il y a 2 matchs contre Lyon que j'ai pas mis. C'est en 2006 quand on va gagner là-bas, alors que c'est peut-être le meilleur Lyon. Ouais. Peut-être après l'OM de 91, c'est peut-être une des meilleures équipes de l'histoire du championnat de France, et, qui gagne le titre avec, je pense, peut-être 20 points d'avance sur le suivant, et C'était la première. qu'on gagne 2-1 chez eux. Il y a le fameux 2-1 aussi au Vélodrome avec le but de Doria, si je dis pas de bêtises. Ouais, Doria, c'est Doria, ouais, bien sûr, qui Ouais. nous fait Mm. un match Euh, gigantex. il y Latéral avait ces, gauche. il y avait ces deux-là, mais j'ai quand même mis ce match-là, qui est donc la demi-finale de la Coupe de France qu'on perd contre Paris. Parce que là, on était au stade, l'ambiance était extraordinaire, que Voilà. Mais Ribéry ben, a atteint, regarde, je pense, patate de Taïwo, on a senti le stade. Il a Ah, coué, là, il a vraiment. Tu te souviens la violence de la frappe. c'était incroyable. Puis Ribéry gagne sa place, je pense, à la Coupe du Monde domicile sur ce match-là, parce qu'il Ah, est à son apogée. Et comme je le disais tout à l'heure, pas de finale de Coupe de France depuis 15 ans. Donc, c'est le match au Vélodrome de la demi-finale qui nous amène en finale. Donc, pour tous ces souvenirs-là, je pense que c'est quand même au-dessus des deux matchs de Lyon, et que j'ai mis en troisième position. ouais, c'est là. Vas-y, ensuite. Et en deuxième position, les matchs de Lyon, on se rend compte que c'est souvent épique. Et donc, celui qui était le plus, je pense, c'est celui de 2007, avec la victoire au Vélodrome. On perdait 1-0 jusqu'à 5 minutes de la fin, et on marque 2 buts coup sur coup avec Pagis et Niang. Mais en plus, on a vraiment fait un très bon match. On les a même dominés. Et encore une fois, ils étaient un peu moins bons que les années d'avant, mais voilà, ils avaient encore Juninho qui a marqué d'ailleurs. Je crois que c'est Chris qui marque sur un coup franc de Juninho. Enfin, ils avaient toujours tous ces joueurs capables de faire la différence. Ils étaient toujours bien plus forts que nous, mais on fait un très gros match au Vélodrome. Et le scénario, tu sais, il y a quelques dans l'histoire, il y a quelques matchs où on te dit que le Vélodrome sur un but a failli exploser. Les anciens nous parlaient de 84 avec l'équipe de France, avec le but de Platini. Puis après, nous, on a connu ça avec le but de Bounassar contre Ah, Leipzig, incroyable. le but de Drogba contre Newcastle. Et ce but de Nyang, je pense qu'il en fait partie de cette catégorie-là où tu as l'impression que le stade va exploser.
j'ai envie de te poser la question, tu mettrais qui, toi alors on va parler du match de dimanche parce que c'est ce qui nous intéresse avant la trêve. Après, on aura tout le temps pendant la trêve de faire un bilan, de parler du mercato, parce qu'il y aura un mercato et on le sait que l'OM va renforcer pendant ce mercato. Le coach a déjà donné, entre guillemets, ses directives à la direction. Je pense que Mehdi Benassia, c'est très très bien ce qui manque à cette équipe-là pour essayer d'aller. Parce que, attention, Naïm, on finit cette première partie de saison quasiment avec très peu d'écart. Tout le monde se tient à 3 ou 4 points. Donc, en très peu de temps, tu peux te retrouver 7e si tu enchaînes une mauvaise série. Comme tu as pu te retrouver 2e en enchaînant une bonne série. Donc, là, pour dimanche, j'ai envie de te dire, il est peut-être plus important que le match face à Lille, tu vois, ce match face à Saint-Etienne. Parce que vraiment, ça peut. Si tu gagnes, c'est normal. C'est ça le pire de ces matchs-là. Tu gagnes, c'est logique. Par contre, tu perds, c'est pas la même. C'est clairement ça. En fait, c'est un match qui te change toute la vision de ta première partie de saison. De la même manière que Tudor s'était fait tuer pour l'élimination en Coupe de France et au final, on avait dit que sa saison était un échec, alors que clairement pas. En termes de contenu et en termes de classement, c'était pas un échec. Ben, là, ta première partie de saison, vu déjà ce qu'on a pris dans la tête alors qu'on est second à 2 points par match, j'ose pas imaginer ce qui passerait si on se faisait éliminer par Saint-Etienne. Donc, c'est capital de gagner. Je pense que ça ne sert à rien vraiment de tourner à ce moment de la saison, à ce moment du match. Je ne pense pas qu'il le fasse. Honnêtement, à mon avis, il va garder exactement la même équipe, excepté ce qu'il va être contraint de faire. Donc, on a parlé de Rouli qui avait apparemment une petite gêne et de Rabiot qui était malade aujourd'hui. Mais à mon avis, à part ces 2 joueurs-là, il y a de grandes chances que ce soit les mêmes qui ont joué le match de Saint-Etienne. D'ailleurs, il y a quelques jours. On part derrière avec la défense Balerdi, Murillo. C'est bizarre, j'entends pas mal parler de Murillo sur le départ. Alors, je sais qu'il y a une place d'extra-communautaire. C'est peut-être pour ça qu'on entend parler de Murillo. Parce que mine de rien, Naïm, il fait une première partie de saison très, très convenable, voire très bonne là, sur les derniers matchs. Il a dit que ce n'était pas sa place, qu'il aimait bien attaquer quand même, tu vois. Il l'a précisé. Ouais, non, mais je ne le vois pas du tout partir. Peut-être qu'il va avoir un concurrent à ce poste, parce qu'au final, c'est vrai qu'il n'en a pas. Il y a personne qui peut réellement le concurrencer à ce poste-là. On a trois stoppers à gauche, mais aucun autre à droite. Mais je ne le vois pas du tout partir. C'est un joueur qu'on n'a pas acheté cher, qui est vraiment, pour moi, une très belle réussite. Je ne sais pas pourquoi les gens sont aussi durs avec lui. Il faut, encore une fois, quand tu juges un joueur, tu juges par rapport au prix que tu l'as acheté, par rapport aux attentes de départ. Et ben lui, il est largement au-dessus de ça. Je suis en train de te mettre l'équipe, Naïm, au fur et à mesure. Donc, on garderait Luis Enrique, Murillo, Balerdi, Kondogbia, Rongier, Heuberg. Je pense. Merlin, couloir gauche, probablement. Je pense aussi, ouais. Surtout que Garcia revient à peine de blessure. Et que Voilà, c'est un match Garcia, où on est alors, censé faire la du question, jeu. c'est sur les 2 postes. On mettra Greenwood, bien évidemment, ici, sur les 2 postes offensifs. Je mets Greenwood ici. Hop là. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur Mopé non plus, surtout que Wai revient à peine. On revient à peine, on va mettre Mopé ici. Donc la vraie interrogation, elle est potentiellement si Rabiot grippé, est-ce qu'on fait jouer Rabiot si pas Rabiot, on va dire, pour la faire simple, on va prendre le cas que Rabiot ne soit pas là. Si pas de Rabiot, tu es plutôt. Alors on va demander aussi au chat, vous êtes plutôt Harit, Koné ou Bilal Nadir. Jonathan Rowe. Je pense que c'est ces 4 joueurs qui postulent. On va peut-être mettre Nadir un poil en dessous, mais c'est pas sûr parce que on dirait que dans l'esprit du coach, il rentre plus souvent à la place de Koné, mais dans des matchs où il voulait un peu plus bloquer la fin de match où on menait. Donc, ouais, la question se pose. Moi, personnellement, je mettrais Koné parce que depuis le début, je répète que c'est le joueur qui a le plus de talent, vraiment, juste après Greenwood dans l'effectif. Et que je pense que c'est un joueur qu'il faut qu'on arrive à faire exploser à l'OM en prenant le temps qu'il faut, c'est pas grave. Mais sur un match comme ça, puis pas que, c'est-à-dire qu'en termes quand même d'équilibre qu'on a trouvé, c'est celui qui peut se reprocher le plus de Rabiot, même s'il préfère partir de plus loin, il est quand même capable aussi de faire des courses qui font mal balle au pied, de donner des bons ballons. Donc, moi, personnellement, je mettrais Koné. Je comprendrais totalement qu'ils mettent Harit. Je vois du Harit dans le live. Voilà. Je vois du Harit dans le live. Ouais, n'hésitez pas, les gars, si vous avez Koné, bien sûr. Tu vois, il y a du Koné aussi. Non, mais ça, les 3 défenses, il peut même envisager de mettre Jonathan Rowe, mais du coup, ça changerait par contre l'animation offensive, parce que lui n'est pas capable d'avoir le même profil que Rabiot, d'être plus milieu de terrain qu'offensif. Donc, il y a des questions. Peut-être que Rabiot va jouer. Hein. Il a juste dit qu'il était malade aujourd'hui et qu'il serait peut-être même présent à l'entraînement de demain. Donc, ouais, sachant que c'est... Mais bon,
Je pense qu'il Voilà. Donc, si est-ce qu'on tu peut me se poses passer d'un Rabiot, tu vois? voilà, si tu me poses la question à moi, je te dis, moi, personnellement, je mettrais Koné, mais que je comprendrais totalement ceux qui mettent à Harit pour avoir un point offensif supérieur. Nadir, parce qu'il pense que c'est celui qui est le plus proche, finalement, de ce que peut faire Rabiot. Et je pense que Rose sera peut-être son dernier choix parce que ça lui ferait trop changer, en fait, l'équilibre qu'il a obtenu depuis quelques matchs. Ouais, il en a parlé. Tiens, il y a Xav, mon frérot. On t'embrasse fort, hein, Xav OM-Game. J'espère que ça va bien, mon frérot. Il en a parlé. Il en a parlé de son équilibre. Ça a été un point très crucial de sa conférence de presse, hein. Il a dit j'ai trouvé l'équilibre. Il a vraiment dit j'ai trouvé. C'est pas j'imagine un équilibre ou l'équilibre est pas mal. Il a dit j'ai trouvé. C'est important pour lui. Ça veut dire que dans sa tête, vraiment cet effectif-là doit jouer de cette manière-là. Ouais, il y a plusieurs choses. En fait, on parle beaucoup de l'arrivée de Rongier parce qu'elle a été importante et qu'elle permet justement à la fois de colmater les brèches à la perte et aussi d'avoir une bonne première relance, parce qu'on parle peu du fait que Rongier trouve beaucoup d'intervalles de passe sous pression. Mais en réalité, il y a énormément de changements dans cette équipe. C'est Kondogbia qui est passé en défense, Murillo qui est passé en défense centrale. Murillo n'était pas défenseur central en début d'année. Rabiot qui joue un poil plus haut. Luis Enrique qui est devenu piston. Donc, il y a eu énormément de changements, en fait. Ça rappelle Marcelo Bielsa, tu vois. Ça rappelle Marcelo Bielsa où il disait chaque joueur, vous avez l'obligation au moins de maîtriser 3 postes. Si vous ne maîtrisez pas 3 postes, vous n'êtes pas footballeur professionnel, tu vois. Bah, ce qui est sûr, c'est que ce qu'il a souvent répété, c'est qu'il cherchait à mettre les joueurs dans le meilleur poste. Et je pense qu'il a sa sensation que depuis un moment, depuis ces 3 matchs, il a trouvé ça. Alors, est-ce que c'est vraiment que l'effectif? Est-ce que c'est pas juste une prise de conscience après Auxerre et que tout le monde va plus dans le même sens et que peut-être qu'avec la même compo qu'avant, on aurait eu aussi des bons résultats? Bon, ça sera toujours dur à savoir. La réalité des choses, c'est que ça fait 3 matchs qu'on joue avec cette équipe et que ça fait 3 matchs qu'elle gagne. Donc, le résultat est là, qu'elle gagne et qu'elle joue bien. C'est-à-dire la deuxième mi-temps de Lens est excellente. Le match contre Monaco et Lille, par rapport aux oppositions, ils sont très très bons. Le match contre Saint-Etienne, c'est sûrement le meilleur. Donc, pour moi, clairement, il ne prendra pas le risque de chambouler ça à un match de la trêve, un match à élimination directe. Dans un match, comme tu l'as dit, qui a tout du match piège parce que tout le monde s'attend qu'on gagne. Et en plus, on sort d'un match il y a 1 semaine contre eux, 2 semaines contre eux, où ils n'ont pas existé. Où vraiment, ce n'est pas juste que tu as gagné, c'est qu'ils n'ont pas du tout existé. Donc, quelque part, les gens ne comprendraient pas qu'on ne soit pas capable de refaire la même chose. Sauf que le football, ce n'est pas comme ça et que la réalité d'un jour est passée du lendemain, qu'ils viennent de changer d'entraîneur, même s'il ne sera pas sur le banc. Ça peut leur donner un petit supplément d'âme. Tu sais comment ça se passe quand ça change d'entraîneur. Des joueurs veulent montrer qu'ils vont continuer à jouer ou ceux qui jouaient moins vont tenter de s'imposer. Et puis, c'est un match de coupe, tout simplement. À Geoffroy Guichard dans un des plus grands centres de France. Ça annonce de la pluie un peu neigeuse. Tu vois, le genre de match du dimanche après-midi sur une pelouse qui peut être difficile, tu vois, à jouer. Ça a vraiment c'est un paramètre crucial que tu dis. C'est un paramètre crucial quand tu as le style de jeu qu'on a. C'est-à-dire de sortir tous les ballons de l'arrière, de tout baser sur de la construction et pas de la course. Donc, non, le terrain, la qualité du terrain, la météo, ça sera des paramètres importants. Je ne parle pas défaitiste, hein, attention, je dis juste que ce match-là, il faut vraiment, vraiment faire attention parce que c'est un match de coupe et que si on part juste dans l'idée qu'on les a battus il y a 2 semaines en les écrasant, on va au-delà de grosses désillusions. Donc vraiment, on rentre avec le même état d'esprit et on donne la même envie qu'il y a 2 semaines. Et là, par contre, je pense qu'il n'y a pas de souci et que ça se passera bien. Ton prono, Gringo, pour ce match de Coupe de France. Normalement, tu gagnes toujours, toi, avec l'OM. Donc, oui. Prono, mais... Oui, et je pense que le seul risque qu'on a, c'est effectivement de se relâcher en fait et de penser qu'on a déjà gagné avant de jouer. Mais vu l'entraîneur qu'on a, vu le cadre qu'on a autour, vu le départ qu'ils ont fait au Danemark, je me mets sûrement peut-être dans cette idée-là, tu vois, de se dire non, on reste sérieux jusqu'à la fin. Des choses qui étaient reprochées à l'époque de Deschamps, souvent de lâcher le dernier match. Bon, c'était pas un match de Coupe de France à l'époque. Donc, tous ces paramètres me font penser qu'on va sortir un gros match, surtout qu'on est sur une bonne série. Et je pense qu'on va gagner sur le même score qu'en championnat, 2-0. Eh ben, écoutez, moi, je te suis. Un bon 2-0 ou un 1-0 ou un 2-1. J'ai aucun problème avec ça, Naïm. En Coupe de France, il n'y a que la qualif qui compte. Même le jeu, c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter si mauvais jeu il y a. Sur le chat, il y a Mister OM qui nous dit moi je dis 3-0 pour l'OM. J'ai toujours peur quand je vois vos 3-0, 4-0, ça me rappelle des mauvais souvenirs.
Hein, et je vous remettrai un jour, quand on fera un best-of avec Naïm, le chat avant le match de Paris, quand même. Ce qui était incroyable. Ce 4-1 pour l'OM, 3-0 pour l'OM. On a quand même tendance un peu à s'enflammer, Naïm. Hein, toi-même, tu sais. C'est sûr. En tout cas, juste pour les gens qui pensaient qu'on ferait un vrai avant-match tactique, comme on a l'habitude de faire, voilà, c'est vrai que l'émission était un peu différente aujourd'hui, mais pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission de Saint-Etienne, allez la voir. Les avant-matchs, après-match sont encore. Ils sont tellement récents en fait qu'on avait peur d'être redondant dans ce qu'on allait expliquer tactiquement. Donc tout reste d'actualité. Si ça vous intéresse, allez voir ça. Là, on a regardé plus large sur la Coupe de France en règle générale. Et on a eu en plus la chance d'avoir Ludo pour parler du centre de formation. Donc c'était une émission un peu particulière, mais j'espère qu'elle a été intéressante. J'ai vu beaucoup de messages dans le chat. Pensez, les gars, ceux qui sont sur Twitter aussi, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous donne de la force. Pensez à liker les vidéos parce que pareil, ça nous aide au référencement, les gars. Merci à Chris, merci à Ante, merci à Drug to Life, merci à Mister OM, à tous qui étaient là sur le chat. Prochain invité, Bilal me dit notre CM adoré. On verra. Surprise, hein, surprise, toi-même, tu sais. Hein. On essaie à chaque fois de vous ramener dès qu'on peut des invités de qualité. Mais prochain match, ce sera Naïm, si je ne me trompe pas, à la rentrée, c'est face au Havre. Donc on aura probablement un média du Havre. Pour tenter de prendre 3 points à Monaco qui a déjà joué. Ouais, ce serait vraiment. On se déplace au Havre. Hein. On se déplace au Havre, je crois. On se déplace au Havre, ouais. Et si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est un match à l'extérieur et on reçoit Rennes après. Mais je suis pas. Dites-nous sur le chat si vous avez le calendrier. Je ne sais plus si on reçoit le Havre ou si c'est. Attends, je vais vous le dire comme ça, on le voit en live, direct live. Le prochain match de l'Olympique de Marseille, ce sera. Ah non, c'est au Vélodrome contre le Havre. Pardon les amis. Non, bien, merci Chris, Oval, bien. Mehdi invité. Mister M, franchement, on aimerait bien avoir Mehdi Benassia. Peut-être qu'un jour on l'aura, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui en tant que supporter qu'on apprécie par sa franchise. On espère qu'il nous ramènera du lourd pendant ce mercato. Quand je dis du lourd, c'est d'améliorer cette équipe qui est déjà très, très, très compétitive, Naïm. Pas besoin de ramener 10 joueurs, hein, un joueur maximum. Un joueur qui est capable de faire 2 postes, ça pourrait être très bien. 2 joueurs, c'est bien. S'il y a des départs, quelque part, si c'est des joueurs qui ne sont pas performants, pas de problème. Mais je pense qu'il ne faudra pas trop de retouches dans ce mercato. Et s'il vous plaît, ne nous harcelez pas pendant le mercato. Les gars, envoyez des infos. On n'envoie pas d'infos où on n'a pas d'infos. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas mieux le dire, Naïm. Hein. Bon, on se retrouve. On a besoin d'un peu de vacances, peut-être, avec Naïm. On va peut-être un peu couper. On verra juste avant la reprise si on fera quelque chose sur le mercato. Voilà. Regarde, alors, tu l'as vu le message, Naïm? Espèce d'enflure, va. Les bons défenseurs dans le viseur, on n'en dit pas plus. Et voilà, débrouille-toi, Bilal. Bravo. Ok. Bon, les gars, il y a une star internationale qui va signer à l'Olympique de Marseille. Un international espagnol qui a joué la Coupe du Monde, qui a gagné la Coupe du Monde, qui va signer à l'OM. Ah non, Rodri, il est blessé, non? Il est blessé, Rodri? Ah non, c'est pas Rodri. Laporte aussi? Non, c'est pas Laporte non plus. Non, on déconne, les gars, on déconne. Pas de mercato pour le moment. Gros match dimanche, Naïm. On se retrouve pour l'après-match, les amis. Et bonne fin de semaine à tous. Bon week-end, Naïm. Et j'ai envie de te dire encore une fois, allez l'OM. Hein. Allez l'OM.